Donc poursuite cette matinée avec Laetitia et Patrice qui vont nous présenter les incidences des différents types de relations qu'on peut avoir avec le cheval d'un point de vue scientifique, éthologique et puis d'un point de vue sociologique. Je vous laisse la parole. C'est parti. Alors, ça va depuis tout à l'heure? Tout le monde est en forme? Parfait. Merci. Alors, ce matin, j'ai évoqué avec vous le processus civilisateur qui faisait qu'aujourd'hui, nous étions dans une société comme la nôtre, avec une diminution des tolérances des violences, notamment dans les relations, et puis, avec la dimension 19e siècle, 20e siècle, le fait que le cheval qui était présent partout, il était dans toute la société, jusqu'à très très tard. Il faut bien comprendre qu'en 1960, dans la campagne, la plupart du temps, le charruage, c'est à cheval que ça se fait. Le moteur, les tracteurs, n'arrivent que très très rarement. Donc, vraiment, le cheval a été présent énormément dans toute la société, jusqu'à ce qu'il soit relégué dans la paramilitaire et dans les loisirs. Le loisir faisant, le sport du moins faisant partie des loisirs comme d'autres activités, la randonnée, tout ce que vous voulez. Bien. Maintenant, dans cette société, le loisir est un sport, le sport est un loisir, je veux dire, comme un autre, et il est parfois un métier. Malheureusement, toute relation, ou heureusement, ça dépend comment on place le regard, toute relation n'est pas à voir que d'un point de vue sportif. Alors là, je suis obligé de faire un petit biais par de la sociologie bête et méchante, si j'ose dire. Du moins, je vais vous faire un cours de sociologie rapidement, parce que souvent les sociologues arrivent, racontent leur truc, voilà, et puis vous êtes priés de comprendre ça ou de ne pas être d'accord si vous en avez envie. Globalement, nous sommes des animaux sociaux. Nous sommes tous des animaux, comme les chevaux, les chats, les chiens, on est tous des animaux. Et on est socialisés de l'origine, disait Bourdieu, jusqu'à notre mort. Et pour Bourdieu, il y avait une socialisation primaire qui avait lieu jusqu'à l'entrée dans la vie active. Et à partir de là, on faisait avec son bagage sociologique, notre habitus, qui était fonction donc de notre éducation. Berger et Luckmann ont expliqué qu'il y avait aussi une socialisation secondaire qui est celle dans laquelle nous sommes tous actuellement, qui est une socialisation professionnelle qui fait que nos expériences sociales diverses et variées font qu'on évolue ou pas. Dans cette socialisation primaire qui est la nôtre, on va avoir plusieurs manières d'être socialisé. Soit dans une dimension sportive extrêmement poussée, soit dans d'autres dimensions. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. C'est ce qu'on appelle la configuration. Soit vous êtes sportif, et dans ce cas-là, les représentations sociales qui sont les vôtres, qui sont issues de votre socialisation primaire et la manière dont vous avez été éduqué, formé par vos parents, a été très très axée sur de la compétition. Dans ce cas-là, vous allez plutôt vous orienter dans une dimension représentative, sportive, compétitive. Mais ce n'est pas la seule manière de se représenter les choses. On peut aussi être très intéressé par la technique. Dans ce cas-là, votre pratique, équestre en l'occurrence, ne sera pas une pratique qui s'oriente vers la compétition, c'est-à-dire être le winner, être le meilleur, être le champion. Ça va être la qualité de la technique équestre que vous élaborez, sans autre forme de process. C'est-à-dire vous voulez être un très très bon cavalier. Et puis parmi vous, parmi les gens qui font de l'équitation, il va y avoir les gens qui sont intéressés par la relation en tant que telle. Alors attention, la relation, ça peut être la relation avec le cheval, bien sûr, mais ça peut être aussi la relation avec les autres cavaliers. Et ça peut encore être la relation avec la nature qu'on personnifie, c'est-à-dire quand vous faites de la randonnée, vous êtes à cheval, vous êtes avec des gens, mais vous êtes aussi en train, par exemple ici, d'apprécier le paysage et de vivre un moment avec une relation avec le paysage dans lequel vous vivez et dans lequel vous évoluez. Ce sont les trois modes relationnels principaux qui sont liés à nos représentations sociales. Alors là, vous voyez, il y a trois cercles, et ces trois cercles... Ah, mais c'est pas la bonne chose, pardon. Les trois cercles-là, ils sont très peu entrecroisés. En fait, cette représentation-là, elle est fausse, parce que sinon, elle serait illisible. En réalité, si je veux vraiment être honnête, les trois sphères sont beaucoup plus insérées les unes dans les autres.
Ce qui fait qu'en réalité, parmi les gens qui aiment le sport équestre, il y a très peu de gens qui sont absolument mauvais techniquement. Ça existe. Il y a des gens qui réussissent, il y a des champions que, objectivement ou subjectivement, vous allez dire « il est nul ». Mais il n'empêche qu'il gagne. Donc, il est dans la sphère sport équestre et ça cartonne. Et puis, la plupart des gens, effectivement, qui font de la compétition, sont aussi très très intéressés par la technique. D'accord? Mais il y a des gens qui sont, alors par exemple c'est mon cas, qui suis très intéressé par la technique, par le fait d'avoir vraiment une technique élaborée, fine, avoir un cheval dans la main, avoir des aides vraiment très pointues, mais j'en ai rien à faire du tout de la compétition, ça m'intéresse pas. Il y a d'autres gens comme ça, c'est très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jugement à avoir. Et puis il y a des gens pour qui ce qui les intéresse, ce n'est pas la technique, ce n'est pas le sport, c'est la relation. Alors ça peut être la relation avec les cavaliers, donc en gros on va à l'équitation pour boire des coups. Pourquoi pas. Et puis c'est la relation avec le cheval. Dans ce cas-là, ce qui va intéresser les gens, ça va être même pas la technique. C'est-à-dire que là, on va avoir des gens qui sont là juste pour avoir du temps avec le cheval. C'est les chevaux potagers dont parle Digard. C'est je vais prendre mon cheval, je vais aller avec ma longe et puis je vais faire un tour avec lui dans les chemins. Et ça a très bien m'aller. C'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas à juger comme étant négatif. C'est comme ça. Mais finalement, c'est la socialisation de l'individu humain qui va faire que la socialisation du cheval va être plus ou moins liée à de la technique, à de la compétition ou à juste une relation. Sur ces bases-là, c'est à toi de jouer. Côté cheval, comment est-ce qu'on va évaluer la relation que le cheval va avoir avec l'humain? Déjà, on peut l'évaluer par l'acceptation spontanée du contact avec l'humain. Si le cheval, est-ce qu'il va accepter que je m'en approche? Est-ce qu'il va accepter que je le touche? Est-ce qu'il peut accepter une contrainte telle que la pose d'un licol ou la pose d'un tapis sur un cheval en liberté? Tout ça va me permettre de pouvoir évaluer cette relation côté cheval. Donc, moi, je vais vous parler de ce qui va influencer une bonne relation homme-cheval. Alors, plusieurs choses. Déjà, au niveau du bien-être, tout ce qui est trait à l'alimentation, l'hébergement, la santé ou le comportement, dans les apprentissages et la performance, et côté sécurité. Alors, l'influence du bien-être, en quoi le bien-être du cheval va influencer sur la relation homme-cheval. Donc là, c'est bien beaucoup plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai fait une présentation qui était très pratico-pratique. Là, c'est une présentation beaucoup plus scientifique. Donc, en alimentation, en fonction du type d'alimentation qu'on va pouvoir proposer au cheval, on va avoir une relation qui va être différente. Quand on a un régime alimentaire qui va être plutôt pauvre en fibres, avec du foin en quantité limitée par exemple, et riche en énergie, avec des concentrés en quantité également, on va se retrouver avec plus d'agressivité du cheval envers l'homme. À l'inverse, quand on va pouvoir allonger ce temps d'alimentation, par exemple en mettant des filets qui vont permettre, avec des petites mailles qui vont permettre au cheval de manger plus longtemps, on va avoir plus de réactions positives envers l'homme. Côté hébergement, le mode d'hébergement qu'on va proposer au cheval va avoir une influence sur sa relation homme-cheval. Alors là, il y a une première étude là, que je vous parle, 44% des chevaux de centre équestre hébergés en boxe ont menacé au moins une fois l'examinateur. Quand on a des chevaux qui sont dans des conditions naturalistes, donc en pâture, avec des contacts sociaux, etc., on va avoir moins de 10% qui menacent l'examinateur. En plus, ces mêmes chevaux, ils vont être plus performants au niveau des apprentissages et au cours du débourrage. Au niveau de la santé, la souffrance physique chez le cheval, un cheval, par exemple, qui peut avoir mal, dont la selle peut, par exemple, faire mal, il va être plus agressif avec l'homme. Il va, par exemple, monter, faire des ruades, se cabrer, faire des demi-tours, etc. Ou à pied, par exemple, au moment du sanglage, il peut chercher à mordre le cavalier, etc. Donc la douleur du cheval, plus l'équitation, ça peut altérer la relation homme-cheval. Le comportement,
les chevaux qui ont la possibilité d'avoir des contacts sociaux, ils vont être plus faciles à manipuler parce qu'il y a une attention du coup qui se fait aux signaux des autres et aussi aux signaux de l'entraîneur. De même, un état de mal-être tel que soit un cheval qui va être plutôt agressif, un cheval qui peut avoir un comportement anormal avec des stéréotypies, un cheval qui va avoir un état attentionnel trop important, des chevaux qui sont tout le temps en vigilance ou alors trop peu importants, type apathique, ou des problèmes sanitaires, ça peut entraîner du coup une baisse de la performance d'apprentissage et d'attention, donc une augmentation de l'agressivité envers l'homme et les chevaux, et donc une moins bonne relation homme-cheval. Donc maintenant, je vais vous parler de l'influence des apprentissages sur la performance de la relation homme-cheval. Chez le cheval, on a plusieurs stratégies d'éducation. On a des stratégies, par exemple, d'habituation qui peuvent être soit en contact forcé ou en un contact indirect. Par exemple, contact forcé, un poulain, on va l'attraper et à force, il va s'habituer à être manipulé par l'homme. Ou alors, contact indirect, en fait, on va avoir une bonne relation avec la mère et du coup, comme on a une bonne relation avec la mère, petit à petit, le poulain il va s'intéresser à nous et se rapprocher de nous. Donc, c'est deux stratégies, par exemple, d'habituation qui vont être différentes. D'autres stratégies d'habituation, c'est l'utilisation de renforcement. On peut travailler en renforcement positif, en renforcement négatif ou avec la combinaison des deux. Donc, dans toute la vie du cheval, il y a plusieurs périodes. Et donc, là, je vais commencer par vous parler de la période post-natale et de sevrage. Le poulain, dès qu'il naît, chaque action qu'on va avoir vis-à-vis du poulain, ça va avoir une valence que le cheval va interpréter soit de manière plutôt positive ou plutôt négative. Et donc, rien qu'au moment de la naissance, toutes les manipulations qu'on va avoir à la naissance et les manipulations post-natales, les premières fois qu'on va toucher le poulain, c'est les premières fois qu'on va toucher le poulain à cet âge-là, ça peut avoir une influence jusqu'à l'âge adulte. En fait, le fait de manipuler vraiment le poulain avant qu'il y ait vraiment cette relation, ce lien qui s'est fait, qui s'est entretenu avec sa mère, du coup, ça va créer un stress chez le poulain. Du coup, il va resserrer le lien avec sa mère et va être moins enclin à aller voir l'homme. Et cela peut avoir des conséquences jusqu'à l'âge adulte. La relation qu'on peut avoir avec la mère, si elle est plutôt positive ou plutôt négative, va avoir une valence pour le poulain. Si le poulain voit, par exemple, dès qu'on rentre dans le box de sa mère, que la mère nous couche les oreilles et nous montre ses postérieurs, ça ne va pas être la même chose que si la mère vient toute confiante venir nous voir. Et aussi, ce que je parlais tout à l'heure, notamment l'importance de la manière d'établir le lien. Si un jeune poulain, par exemple, dès qu'il est tout petit, on l'attrape, on le contentionne, etc. Ou si on le laisse de lui-même être acteur de la relation, venir déjà vers nous, ça va changer vraiment la donne pour le poulain. Et le sevrage, c'est aussi une période clé pour le poulain, une période clé pour les manipulations. En fait, l'hypothèse serait que peut-être le poulain, souvent, comme c'est un moment où il est en privation sociale, il serait peut-être plus ouvert au contact humain. Et donc, c'est une période clé pour tout ce qui est apprentissage. Le jeune cheval, entre le sevrage et puis le moment où on va l'amener au débourrage, etc., tout ça va avoir une influence sur la relation homme-cheval. En fait, si on va voir le poulain rien que pour l'attraper, faire le parage, donner vermifuge, faire les vaccins, etc., on peut entraîner plus de peur vers l'homme. Par contre, à l'inverse, si on va voir le poulain pour tous les jours pour donner un petit peu de nourriture, du coup, on peut avoir une approche plus facile vis-à-vis de l'homme.
D'où toujours la question, quelle mémoire positive ou négative je vais laisser de chacune de mes interactions que je vais avoir avec le cheval. De même, l'utilisation de renforcement positif chez le yearling permet une meilleure performance et une éducation plus rapide que chez des yearlings n'ayant pas été travaillés en renforcement positif. Et tout au long de la vie du cheval, 1 heure de travail par jour, ça demande un fort investissement émotionnel. Et si cette heure se passe mal, on peut avoir du coup un investissement émotionnel qui va être plutôt une valence qui va être plutôt négative, et ça peut aller jusqu'à une altération de l'état général. Le fait de travailler en renforcement positif, par exemple, ça peut donner une valence beaucoup plus positive et donc augmenter l'attention des chevaux sur la tâche et donc sur l'apprentissage. Ça peut augmenter la motivation et améliorer la relation homme-cheval. Alors souvent, quand on travaille les chevaux, on va utiliser sa voix, et la voix est une aide précieuse aussi dans la relation homme-cheval. Quand notre voix elle est régulière, les chevaux vont avoir tendance à avoir plus de gestes de contact vis-à-vis de nous. L'hypothèse serait que, du coup, le cheval ressentirait qu'on aurait une meilleure gestion de nos émotions. De la même façon, le baby talk, est-ce que vous savez ce que c'est? Exactement. Apporterait plus d'attention des chevaux et plus de capacité d'apprentissage. Donc, n'ayons pas peur d'être ridicules et de... Donc, maintenant, je vais vous parler de l'influence sur la sécurité de la relation homme-cheval. Lors du travail, ce qui est très important, quoi qu'on fasse, c'est d'être très clair, très très clair. Et quand on manque de clarté, chez le cheval, ça va entraîner une confusion et ça peut aller jusqu'à la névrose. La relation vis-à-vis de l'homme va être différente en fonction du type de renforcement utilisé, en plus d'être clair. La première chose que je dirais, moi, c'est d'être clair. La deuxième, c'est en fonction du type de renforcement utilisé, la relation va être différente. Par exemple, le renforcement positif améliore la relation à l'homme et crée une mémoire positive. Et il faut faire très attention quant à la punition, parce que du coup, la punition, elle peut engendrer de la peur et du conflit quand elle n'est pas utilisée correctement. Et quand on a une bonne relation vis-à-vis de son cheval, le cheval, il sait très très bien nous reconnaître individuellement. Il sait associer les interactions passées à des mémoires. Et ça va déterminer aussi sa perception des humains et ses réactions quand une personne inconnue va s'approcher. Par exemple, si j'ai une bonne relation avec mon cheval, si quelqu'un d'inconnu va s'approcher de mon cheval, peut-être que mon cheval, il va du coup se dire habituellement c'est sympa avec mon humain que je vois le plus souvent, ça risque d'être sympa avec un autre humain. Et donc, il y a différents facteurs qui vont influencer la relation homme-cheval. Donc, un petit peu, là, j'ai parlé de santé, de conditions de vie, qualité des contacts. Mais il y a aussi des facteurs qui vont être propres à l'humain. Des facteurs tels que la familiarité, qui va être propre à l'humain, la familiarité par rapport au cheval, la familiarité qu'il y a entre les deux individus. L'état attentionnel que l'humain va porter à son cheval, s'il est tout le temps branché sur son portable, du coup, il porte moins attention à son cheval et du coup, ça peut influencer sa relation homme-cheval. Il va y avoir aussi l'état émotionnel de l'humain. Si on rentre dans le box et puis qu'à côté de ça, on s'est disputé avec son mari ou tout ça, forcément, on a peut-être un peu de rancœur, un peu de colère en nous. Et peut-être que, du coup, ça peut influencer notre relation homme-cheval. Après, on va avoir des facteurs qui vont être propres au cheval, tels que le tempérament du cheval, qui va influer. Il y a certains chevaux qui ont un tempérament qui vont être plutôt proches de l'homme par rapport à d'autres. Il y a des facteurs de race. Il y a des races qui ont tendance à être plus propres que d'autres.
Et les études ont montré qu'il y avait également des facteurs liés au père du cheval. Merci. Donc, tout ça, c'est permis par la socialisation. Cette socialisation, elle est, par exemple, ce type de journée en est participe de la socialisation, c'est-à-dire quels sont les éléments que les sciences peuvent apporter, que les expériences professionnelles peuvent apporter à des professionnels que vous êtes également, pour les aider à améliorer et à participer de leur formation continue. Alors, ici, vous avez 3 éléments qui représentent en fait ce qu'est la formation du cavalier. Il y a le cheval, l'équitant et le moniteur. Pourquoi H? À cause de l'expression homme de cheval. Un petit peu machiste, sachant qu'aujourd'hui, 80% des cavaliers sont des cavalières, pour parler comme un homme, et pour parler comme une femme, 20% des cavalières sont des cavaliers. Bien. Vous avez des interactions corporelles qui sont en cours. Des interactions corporelles qui sont d'abord celles du moniteur. Le moniteur va former ses chevaux. En règle générale, dans un centre équestre, le moniteur a des chevaux, il les prépare de sorte qu'ils puissent répondre à ce que va demander l'équitant élève. L'élève monte sur le cheval qui a été formé par le moniteur. Et le moniteur évalue le travail du cavalier. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que le moniteur, éventuellement, peut prendre la place du cavalier pour lui montrer ce qu'il attend de lui. Le moniteur va monter sur le cheval pour lui indiquer ce qu'il attend de lui. On a donc un triptyque qui se forme entre le moniteur, donc qui agit verbalement et corporellement sur le cheval qui en retour réagit corporellement vers le moniteur. Ça marche plus. Si. L'équitant qui discute avec le moniteur et qui a une interaction corporelle avec lui, puisqu'en montant à cheval, il a une démonstration corporelle de ce qui se passe. Et puis, le cheval réagit à la corporalité de l'élève, et l'élève, avec son corps, agit sur le cheval. Au final, on a une forme corporelle qui, vraisemblablement, sera la même pour l'équitant que pour le moniteur, puisque chaque moniteur forme un élève sur ses chevaux à la manière qu'il a de monter en équitation. Donc on a vraiment... Alors ça s'appelle en sociologie un autrui significatif. Le moniteur est quelqu'un qui est extrêmement important puisqu'il va indiquer à la fois au cheval et au cavalier comment monter. Et on va avoir comme ça des écoles. Et on descend, nous tous, directement de ces traités d'équitation depuis le Moyen-Âge, depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, en passant par Dorgex, en passant par Élie pour certains, en passant par la Guérinière, qui vous voulez, à partir du moment où vous vous référez à quelqu'un, vous vous référez à un enseignement. Et donc votre corporalité, elle s'inspire de corporalité passée et donc d'une socialisation. Alors, la distance participe énormément de ces interactions. On l'a vu tout à l'heure. Alors d'abord, le cheval, contrairement à nous, est un très bon lecteur. On a vu que nous savons très bien lire un humain. Alice en a fait la démonstration. Un humain qui arrive comme ça, on sait très bien que globalement, c'est monsieur, d'accord, ou madame. Un cheval, on n'est pas bon lecteur de chevaux. Le cheval, lui, il nous lit super bien. On arrive dans un champ, on est à 50 mètres de lui. Il sait si la relation va être bonne ou pas. Nous, il va falloir qu'on soit un petit peu plus proche de lui pour s'en rendre compte. D'abord, ça se passe donc du point de vue visuel, auditif, et puis le tactile entre uniquement quand on est à proximité et qu'on est capable d'interagir, forcément. Mais le cheval, lui, il a déjà une bonne idée de la relation avant même qu'on ait touché le cheval. Alors que nous, il va falloir qu'on touche le cheval pour connaître cette relation. On l'a déjà dit, hein, les contractions musculaires, tout ça. Ce qui veut dire au final que la base de la relation, comme l'a montré Laetitia tout de suite, ça va être comment l'individu arrive dans cette relation, comment il a été formé, comment il compte avoir cette relation. Et la plupart du temps, qu'on le veuille ou non, et c'est une des critiques qui est avérée, la relation anthropo-équine, humain-cheval, est une relation qui est considérée comme une relation de domination. Et elle peut être vécue comme telle. Mais d'autres manières existent, d'autres manières sont à valoriser, d'autres façons d'interagir sont
à mettre en avant pour montrer que l'équitation, ce n'est pas qu'une domination. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles.